Bien, bonjour à tous. Je vous remercie déjà tout d'abord de m'avoir présenté comme médecin addictologue, parce que c'est bien la première fois qu'on se rappelle cet historique, et je crois que dans cette salle, ça fait un peu plus sens qu'ailleurs, pour des raisons notamment que je vais évoquer. Madame la présidente de TDAH France, mesdames et messieurs les personnes concernées, les représentants de familles, d'associations, chère Christine, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de cette journée nationale du TDAH. Comme vous le savez, nous avons élargi la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, TDAH, troubles du développement intellectuel. L'objectif n'est bien sûr pas de diluer un trouble du neurodéveloppement par rapport à un autre, mais bien de réfléchir globalement sur des troubles dont la co-occurrence peut atteindre 50%. Alors, vous l'avez constaté, le ruban orange est aujourd'hui de rigueur. Quelle meilleure manière que de parler d'un trouble que de lui consacrer une journée, une fois par an, et lui donner cette visibilité. Vous noterez d'ailleurs que grâce à Christine Gétin, je l'ai maintenant 2 exemplaires, donc la version pins de ce ruban orange et puis la version tissu. Et comme ça, je montre à tout le monde à quel point il est important de porter ce ruban aujourd'hui. Car oui, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est une réalité. J'entends certaines prises de parole publiques que je rejette devant vous avec force. Comment ignorer aujourd'hui des troubles qui ont percuté tant de personnes, tant de jeunes, tant de parcours scolaires, tant de parcours étudiants, tant de vies professionnelles? Ne laissons pas des formulations insidieuses se faire un chemin culpabilisant parents, mères et personnes concernées par ce trouble. Car oui, il est fort probable que nombre d'élèves identifiés comme les cancres ou les perturbateurs de l'école d'hier étaient en réalité des enfants en difficulté porteurs d'un TDAH. La vie étudiante ou la vie professionnelle impactée, les conduites à risque associées parfois à l'augmentation des risques psychiatriques, nous montrent le retentissement notable de ces troubles. Selon la Haute Autorité de Santé, entre 3 et 6% des enfants scolarisés âgés de 6 à 12 ans seraient porteurs de TDAH, selon la seule étude disponible en France. L'occasion pour moi de rappeler mon attachement à des études épidémiologiques de qualité, permettant de toujours mieux chiffrer la prévalence des troubles du neurodéveloppement et ainsi mieux structurer notre offre d'accompagnement et de soins en regard. Ce trouble ne se limite pas à l'enfance, vous le disiez, puisque près de 3% des adultes seraient également concernés. L'âge moyen du diagnostic par un médecin spécialiste du TDAH se situe autour de 9 à 10 ans. Ce diagnostic intervient généralement, comme vous le savez, lorsque les symptômes tels que le manque d'attention, l'hyperactivité, l'impulsivité persistent pendant plus de 6 mois, affectent significativement la qualité de vie. La stratégie nationale que je porte déploie un engagement autour de la recherche. En effet, il reste encore beaucoup à découvrir sur le TDAH. Les études scientifiques ont permis de faire un certain nombre d'observations, identification d'une composante génétique, de facteurs de haut risque, par ailleurs souvent communs avec l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Cependant, nous devons aller plus loin, tant dans la description des troubles que dans la compréhension des facteurs de risque. L'enjeu n'est pas de trouver une cause, mais bien de participer à déployer plus de prévention pour les troubles du neurodéveloppement et permettre à chaque enfant ou adulte concerné de vivre la vie la plus normale possible. Au cœur de cet engagement sur la recherche, je remercie l'ensemble des 5 centres d'excellence de notre pays, Paris, Tours, Lyon, Montpellier, Strasbourg, bientôt rejoint par un 6e qui contribue à cette recherche active. Ainsi, le centre d'excellence de Lyon, par exemple, poursuit ses travaux sur le TDAH et le sport, tandis que celui de Tours analysera l'activité des plateformes de coordination et d'orientation. Les signes évocateurs du TDAH sont majoritairement observés avant l'âge de 12 ans, sont plus fréquents chez les garçons que chez les filles, et le TDAH est difficile à repérer pour plusieurs raisons. Les professionnels sont encore trop peu formés, le diagnostic est complexe, parfois, et les symptômes peuvent varier et changer avec le temps. De plus, les situations associées ou les troubles associés, tels que les troubles des apprentissages, du comportement, la précocité intellectuelle, les troubles anxieux, la dépression, peuvent être aussi associés au TDAH. La stratégie nationale accorde une importance toute particulière au dépistage et au diagnostic précoce de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. C'est le sens des plateformes de coordination et d'orientation 0-6 ans ayant permis de dépister plus de 70 000 enfants, mais surtout ces PCO 7-12 ans dont nous poursuivons le déploiement dans le pays. Ces plateformes permettent à tous les enfants orientés de bénéficier d'un accompagnement et d'un accès au diagnostic.
Il conviendra cependant de mesurer l'éclatement de notre offre diagnostique. Chez l'enfant, d'abord, alourdissant la charge mentale de milliers de familles. PCO, CAMS, CMPP, centre expert, service de pédopsychiatrie, CMP. L'offre peut varier sur les territoires, les PCO sont des invariants. Cependant, l'État devra progressivement, à vos côtés, simplifier cette offre diagnostique et la rendre plus lisible. Une première étape sera celle du service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce pour les 0-6 ans, qui permettra d'afficher une bannière claire et unique à destination de l'ensemble des familles. Plusieurs mesures spécifiques au TDAH ont été mises en place dans cette stratégie, notamment la mesure 19 qui vise à garantir l'accès aux thérapeutiques et aux accompagnements adaptés pour les personnes avec un TDAH et à créer une filière de soins dédiée. Cet enjeu, il est considérable. Je tiens à vous remercier, vous tous, représentants associatifs, Christine, qui est très présente aussi dans ce groupe de travail, et l'ensemble des acteurs présents dans le groupe de travail sur cette thématique, d'avoir pris à bras-le-corps cet enjeu de simplification. Car là aussi, soyons francs, chez l'adulte, les acteurs sont multiples. Certains centres de ressources autisme, des CMP, des CRTLA, des XAPA par endroit, des services hospitaliers spécialisés. Une ligne 1, les médecins généralistes. Une ligne 2, les CMP, à qui nous demanderons prochainement de nous décrire plus en détail la façon dont ils voient leur rôle dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et enfin, la ligne 3, déjà existante dans le champ de l'autisme, mais éparpillée dans les autres champs. Je vous le dis ici avec conviction, nous allons devoir réfléchir sur ces deux sujets, la structuration par ligne, mais aussi la répartition de l'expertise dans le champ du TDAH dans notre pays. Repartons du besoin des personnes concernées et des familles. L'enjeu n'est-il pas de savoir qui peut poser un diagnostic simple et qui peut poser un diagnostic complexe? Voici les deux lignes que je vois, la complexité n'ayant pas une définition si unanime. La question sur certains territoires est par ailleurs et malheureusement beaucoup plus simple. Y a-t-il un médecin généraliste pour me recevoir? Y a-t-il un médecin spécialiste du TDAH pour me recevoir? Sinon, quelle place pour les équipes mobiles, la télémédecine et bien sûr avant tout la formation des médecins sur les territoires les moins dotés? Depuis février 2024, un travail important a donc été initié pour structurer la filière TDAH autour de structures expertes responsables de l'animation territoriale de cette filière. Ce travail a abouti à la constitution d'un groupe réunissant praticiens, universitaires, associations représentatives et à l'élaboration d'un cahier des charges en cours de finalisation. Ce cahier des charges vise à la labellisation de structures existantes, évitant ainsi, et j'y tiens, la création de nouvelles structures qui pourraient mener à créer de nouveaux silos. Je crois déjà percevoir dans la salle des regards interrogatifs sur un accompagnement du TDAH qui serait trop médico-centré. Que l'on se rassure, il faudra aussi avancer sur ce sujet. Nombreux sont les professionnels à s'impliquer dans le champ des troubles du neurodéveloppement, et plus particulièrement du TDAH, infirmiers de pratique avancée, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, ergo, psychomotes, la question à laquelle il nous faudra progressivement répondre, tant chez l'enfant que chez l'adulte, est la question du premier repérage. Est-ce que c'est l'affaire uniquement du médecin généraliste, du médecin scolaire? Est-ce que ça peut être aussi le sujet pour l'infirmier de pratique avancée, mais aussi le sujet des parents? Tout le monde doit pouvoir monter en compétence et participer à un repérage de base pour ensuite mener au diagnostic, j'en suis convaincu. S'il faut rappeler l'importance de l'accompagnement pour la personne concernée ainsi que ses proches, nous devons parler de l'accès au traitement. Les médicaments tels que le méthylphénidate ne sont recommandés qu'en cas d'échec d'un certain nombre de mesures d'accompagnement chez l'enfant de plus de 6 ans. Pour autant, il semble consensuel que ces molécules sont actuellement insuffisamment prescrites dans notre pays, justifiant une réflexion sur l'élargissement de la primo-prescription à d'autres spécialités que les médecins psychiatres, et encore plus en l'absence de mésusages connus. Un enjeu qui est discuté avec l'ensemble des professionnels et des experts de la filière, avec l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et qui nécessite bien sûr, en parallèle, une vigilance accrue pour limiter au maximum les tensions sur les approvisionnements que vous avez connus ou que vous connaissez encore. Je souhaiterais finir mes propos sur l'école. Je sais à quel point la scolarité des enfants TDAH peut représenter une difficulté. Pour les enfants d'abord, mais aussi leurs parents. Des difficultés qui peuvent participer à la majoration des troubles anxieux, notamment chez de nombreux élèves. Une école qui progresse dans l'accueil des enfants en situation de handicap, mais qui a encore beaucoup à faire. Là aussi, je souhaite amener un message d'apaisement.
Tous les enfants ont leur place à l'école, entourés d'enseignants et d'AESH formés, et je crois que c'est la clé de la réussite, avec des équipes médico-sociales présentes pour participer au renforcement des apprentissages. C'est bien l'enjeu de ces prochains mois, parvenir à former, sensibiliser toujours plus, en synergie, enseignants comme professionnels de santé, du médico-social. Bien heureusement, une majorité d'enfants, grâce à des mesures d'accompagnement et de soins adaptés, iront à l'université, travailleront, le tout pleinement épanoui. Mais encore trop d'enfants grandissent avec plus de difficultés, faute d'un accompagnement suffisant, d'un diagnostic suffisamment précoce. Certains seront plus concernés que d'autres par les addictions, d'autres connaîtront des soucis avec la justice. Mais là aussi, pas de fatalité. Sensibilisons toujours plus les professionnels, y compris de la police, de la justice, du champ de la santé mentale et des addictions, et c'est le sens des travaux que je mène avec les différents ministères afin de travailler sur des modules de sensibilisation à destination de l'ensemble de ces catégories professionnelles. Notre objectif est de pouvoir diagnostiquer toujours plus, même tardivement, et modifier durablement des parcours de vie. C'est le sens de cette journée que vous portez, être tourné vers l'avenir pour que les personnes porteuses d'un TDAH puissent vivre selon leurs souhaits et montrer ainsi que notre pays ressort grandi de cette acceptation de tous, de l'acceptation de la différence. Merci à tous.